Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Que dit la loi de cette semaine sur la télévision du Parlement béninois. Dans notre émission précédente, qu'il vous souvienne, nous avions passé en revue, et ceci de façon très sommaire, les grandes innovations apportées à la Constitution béninoise par les députés de la 8e législature. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer les échanges à ce propos, notamment en revenant sur la Constitution et le fonctionnement du pouvoir exécutif béninois tel que prévu, notamment par notre loi fondamentale. Et pour cet exercice, je reçois sur ce plateau Madame Françoise Timé. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Merci de votre présence. Vous êtes la directrice adjointe des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci d'être là. C'est un plaisir. Et le plaisir est partagé pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Dans son titre 3, la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin prévoit l'organisation et le fonctionnement du pouvoir exécutif béninois. Alors, d'entrée, qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Merci, chers collègues. Et le pouvoir exécutif est l'un des trois pouvoirs caractéristiques de l'État, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et son gouvernement qui, pour la gestion des affaires courantes de l'État et la mise en application des lois votées par le pouvoir législatif. Il faut dire que depuis l'avènement du renouveau démocratique, le pouvoir exécutif a été toujours géré par un président de la République. Donc aujourd'hui, bien que le président de la République soit élu en duo avec un vice-président de la République, il demeure seul le chef du pouvoir exécutif. Il est le chef de l'État, le chef du gouvernement. On va revenir un peu plus tard sur les rôles et la mission assignée au vice-président de la République tel que dit dans la Constitution. Mais puisque vous l'avez dit déjà, l'exécutif est, on va dire, géré par le président de la République. Oui. Alors, mais on sait que tout part d'une élection d'abord. Comment se fait cette élection-là, du président et peut-être aussi du vice-président de la République? Merci beaucoup. Il faut dire que l'élection, aujourd'hui, l'élection du président de la République se fait en duo avec un vice-président. En réalité, l'introduction du vice-président de la République est destinée à assurer la vacance du pouvoir. D'accord. Oui. Donc, les deux sont inscrites sur une même liste et sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Ils sont tous deux soumis aux mêmes conditions d'éligibilité qui sont énumérées à l'article 44 de la Constitution. Si vous permettez, je peux vous lire l'article 44 de la Constitution. Justement, puisque nous sommes sur l'émission Que dit la loi et que c'est de la pédagogie que nous faisons pour nos téléspectateurs, on va donc justement écouter cet article 44 qui va davantage nous renseigner sur les conditions que doit remplir un citoyen pour prétendre diriger le pays, à savoir peut-être la fonction du président de la République et aussi peut-être vice-président de la République. On va écouter donc l'article 44. D'accord. L'article 44 dit ceci. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans. N'est de bonne moralité et d'une grande probité. Ne jouit de tous ses droits civils et politiques, n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction. A été élu 2 fois président de la République et a exercé en tant que tel 2 mandats. N'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle et enfin n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Il faut dire que de toutes ces conditions, nous en connaissons puisque nous ne sommes pas au début de l'exercice, de l'expérience démocratique. Ça a commencé depuis 1990. Tout à fait. Mais avec la loi 2019-40 qui a modifié certaines dispositions de la loi 90-32,
il y a eu cette nouveauté qui dit a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats. Ça veut dire quoi? C'est aussi une ancienne condition. Mais la loi électorale a précisé de sa vie. On va voir ça dans l'article. Ça veut dire qu'en clair, si vous avez déjà géré l'État 2 fois consécutivement, à savoir 2 différents mandats de 5 ans chacun, vous ne pouvez plus prétendre à un nouveau mandat. C'est ce que l'article dit déjà. C'est bien ça. C'est ça. Et l'autre nouveauté, c'est que tout candidat à ce poste doit être parrainé par 10% au moins. 10% au moins des députés ou des élus locaux. C'est ça, donc des maires. Des maires, tout à fait. Voilà. Et on sait que déjà à partir de la 9e législature, l'Assemblée va comporter 109 députés. Nous avons 77 maires. Le total de ce nombre-là, on va donc obtenir 10% de au moins. On peut en avoir plus, mais au moins. Au moins. Ce sont les grandes nouveautés quand même de la loi 2019-40. Bien sûr. Ajoutées aux anciennes conditions. Oui, aux conditions classiques que nous connaissons. C'est ça. Et ces conditions s'appliquent à la fois au président de la République et au vice-président, puisque les deux sont sur la même liste. Tout à fait. D'accord. Et ces conditions s'appliquent aux deux. Alors, comment se déroule l'élection? Lorsqu'on finit de remplir ces conditions-là, comment est-ce que l'élection se déroule? Lorsqu'on finit de remplir ces conditions, et il y a plusieurs listes, sinon nous sommes dans un système démocratique, donc il y a plusieurs listes, et c'est la liste qui a obtenu la majorité absolue des voix qui est retenue. Donc la majorité absolue, ça veut dire la moitié plus 51% des voix qui est élue au premier tour, et la course s'arrête. Mais si aucune liste n'a obtenu 51% des voix, il y a un deuxième tour qui est organisé pour les 2 premières listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Ces 2 passent au second tour maintenant, et pour le second tour, la majorité relative suivie, c'est-à-dire la liste qui a le plus grand nombre de voix est élu, justement. Donc, de façon concrète, pour bien comprendre de façon basique ces dispositions, lorsqu'on retourne un peu dans le parcours du Bénin, on sait qu'en 2011 et en 2021, le président de la République a été élu directement dès le premier tour. C'est parce qu'il a eu déjà un suffrage suffisamment quantifiable à la majorité absolue, après avoir dépassé la barre des 51%, comme le dit la loi. Et lorsqu'on voit par exemple 2016 et autres élections présidentielles où on a un second tour avec les 2 premiers candidats, c'est parce qu'aucun des candidats n'avait eu la majorité absolue. Tout à fait. C'est bien ça, et je voudrais rappeler que par le passé, on a connu des désistements. Les 2 candidats qui ont eu le plus grand nombre de voix, il y a déjà, ces 2-là, il y avait eu des désistements dans leur rang, et c'est la liste qui a la majorité qui suit, qui prend la place. Alors, parlons justement de désistement. On sait que dans le cas d'espèce, sur une liste, un duo par exemple, quelqu'un peut, dans la course, se désister, peut-être décider d'abandonner. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que la Constitution prévoit? À supposer qu'en plein processus électoral, le vice-président ou le candidat qui prétend cette fonction décide de ne plus continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et la loi a prévu ces différents cas. Si, pour une élection donnée, après le dépôt de la liste, le candidat au poste de président de la République se désistait pour une raison quelconque, ou bien démissionnant, ou même venait à décéder, s'il y a encore le temps, on peut... on peut peut-être procéder à son remplacement si on n'a pas démarré la course. C'est un peu ça? Non, si le candidat au poste de président se désistait, la liste devient invalide. La liste devient invalide parce que c'est le président le candidat au poste de président de la République qu'on voit. La liste devient invalide. Mais si c'est le candidat au poste de vice-président, et on peut toujours, s'il y a encore le temps pour remplacer, si les délais requis, on peut remplacer le nom. Les délais requis le permettent. Oui. Si le délai requis le permet, on peut remplacer
le candidat au poste de vice-président. Mais si le délai ne le permet pas, la liste reste dans la course. Et si par chance c'est cette liste qui est élue après prestation du serment par le président de la République, le président dispose 48 heures après avis consultatif du président de l'Assemblée nationale pour désigner un nouveau vice-président. Mais là, cette désignation respecte toutes les conditions, sauf les conditions de parrainage. C'est ça. Oui. Ça veut dire que de façon claire, si c'est le président de la République, le candidat à la présidence de la République, oui, qui se désiste, oui, la liste devient invalide. De façon la claire. liste sort de la course. Sort de la course. Oui. Si c'est le candidat à la vice-présidence de la République qui se désiste, le président de la République, ou en tout cas le candidat à la présidence de la République, seul reste sur la liste et finit la course. Et finit la course. S'il est élu, il dispose de 48 heures après sa prestation de serment pour désigner un nouveau vice-président de la République. Oui, bien sûr, après avoir consulté le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, à supposer que finalement on passe ces étapes-là et que le président est élu, ou même les deux sont élus, oui, la liste est élue, oui, il y a la prestation de serment. Oui. Comment est-ce qu'elle est organisée par la Constitution? Oui, comme je l'avais dit tout à l'heure, que c'est le président de la République seul qui est le chef de l'exécutif. Donc, c'est le président de la République seul qui prête serment. C'est le président, le vice-président pourra prêter serment au cas où il y aurait vacance de poste et il voudra accéder au poste de présidence de la République. On ne prête pas serment dans la peau de vice-président de la République? Non, non, il n'y a pas de serment pour le vice-président de la République. Alors, le serment, il est reçu par qui? Comment ça se fait? Le serment, il est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. C'est ça. Oui. Justement, parlant de Cour des comptes, c'est l'une des innovations aussi apportées à la Constitution de 2019. Par la loi 2019-40. Oui. C'est ça. On va y revenir un peu plus tard. Oui. Mais parlant de serment, il y a peut-être quelque chose que certains citoyens pourraient ne pas savoir. Oui. C'est que le texte que le président de la République prononce à l'occasion de son serment, il est gravé dans la Constitution. Le texte est dedans, intégralement, à l'article 53. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Alors, lorsque le président, par exemple, devant le président de la Cour constitutionnelle, prête serment, il n'invente pas ce qu'il dit. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce serment-là, justement? D'accord. Et l'article 53 de la Constitution a indiqué le texte du serment du président de la République. Et l'article dit ceci. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Devant Dieu, les membres des ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, il dit son nom, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national et de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. C'est ça. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. C'est ça le texte exact du serment que le président de la République. Oui. Et le serment est reçu. Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. C'est ça. Oui. Alors, il faut rapidement aussi revenir un peu sur les paramètres de la proclamation des résultats. On n'en a pas parlé. Oui. Avant de prêter serment, il faut donc avoir été déclaré élu. Oui. Et cette tâche revient exactement à quelle institution, telle que prévue par la Constitution? Oui, il faut dire que... L'article 49, par exemple? Oui, l'article 49 qui prévoit les conditions de proclamation des résultats. Oui. Et comme je vais lire l'article, parce que si on ne lit pas, on ne peut pas comprendre.
Nous ne sommes pas là pour faire une interprétation de la loi, donc nous allons lire l'article qui dit ceci. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président et vice-président de la République définitivement élu. L'article continue. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Donc c'est la Cour qui proclame les résultats provisoires et attend un délai de 5 jours pour voir s'il y aurait des contestations, des recours en contestation. S'il n'y en a pas, la Cour déclare et le duo définitivement élu. En cas de contestation, la Cour a 10 jours pour rendre sa décision et sa décision peut être une décision de proclamation définitive de résultat ou bien d'annulation de l'élection. Si cette proclamation, il n'y a pas de problème. En cas d'annulation, un autre tour de scrutin est organisé dans les 14 jours. Voilà ce que la loi prévoit en ce qui concerne la proclamation des résultats. C'est ça. Cette tâche revient essentiellement à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. C'est ce que la Constitution dit. Alors, on va entrer un peu dans les fonctions du président de la République lorsqu'il est élu et qu'il est donc en plein exercice de son pouvoir. La première tâche, on s'en doute, c'est de former son gouvernement. Tout à fait. C'est l'article 54 de la Constitution qui dispose des pouvoirs du président de la République. Et comme nous le savons tous, après sa prestation de serment, le président de la République nomme les membres de son gouvernement après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale. Il définit leurs attributions et peut mettre fin à leurs fonctions. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que le gouvernement est formé selon le goût et la volonté du président de la République. Tout à fait. La Constitution lui donne la liberté pouvoir de définir d'abord ses ministères et d'y mettre les attributions qu'il veut. Oui, puisque c'est lui le chef de l'État, le chef du gouvernement, c'est lui qu'on reconnaît. Donc, lui seul a l'attitude de se faire entourer par des gens en qui il a confiance pour l'aider à accomplir sa mission. Et il peut aussi mettre fin à leur fonction à tout moment. À tout moment. C'est ça. Alors, on va aussi peut-être aller un peu plus loin parce que le président de la République, il dispose de l'administration des forces de défense et de sécurité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, comme je l'ai dit, les pouvoirs du président de la République, ça part de l'article 54 à 77. Donc, le président de la République dispose de pouvoirs étendus. Mais ces pouvoirs ne sont pas sans limite non plus. Ces pouvoirs ne sont pas sans limite. Les pouvoirs, ce sont ceux-là qu'il dispose pour pouvoir faire fonctionner l'État. Pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, et je peux toujours lire l'article 54 pour qu'on ait une idée sur vraiment ses missions, son rôle, etc. C'est ça. On va écouter l'article 54. D'accord. L'article 54 dit: le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Une loi organique fixe les principes d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de l'administration publique.
Nonobstant les dispositions de l'article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l'administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après avis conforme du président de la République. Ça fait partie de ses pouvoirs sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration. Il est responsable de la défense nationale. On l'a dit tout à l'heure qu'il nomme après avis du bureau de l'Assemblée les membres du gouvernement dont il fixe les attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Les membres du gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Je voudrais profiter pour dire que de même, les fonctions de président de la République aussi sont incompatibles avec toute fonction. Oui. On va revenir un peu plus tard dans les incompatibilités, dans les interdits. C'est ça. Mais au-delà de ça aussi, c'est vrai que vous l'avez dit, une fois que le gouvernement est formé, il se réunit à des instances périodiques qu'on appelle le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, il est présidé par le président de la République. Oui. Oui, ça fait partie de l'organe de décision du pouvoir de la République, du président de la République plutôt, puisqu'il mandate des pouvoirs aux membres du gouvernement. Donc, les décisions se prennent à ce niveau pour gérer la politique de l'État. De l'État, c'est ça. Oui. Il jouait aussi d'autres pouvoirs. Le président, comme je l'ai dit tantôt, il a des pouvoirs étendus, il a l'initiative des lois, il assure la promulgation des lois, il nomme les membres de la Cour suprême, de la Cour des comptes, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires, etc. Oui, alors justement, de façon vraiment claire, pour que tout ça soit vraiment assimilé par les téléspectateurs. Lorsqu'on prend par exemple le cas de la Cour constitutionnelle, nous savons que parmi les institutions, dans notre arsenal institutionnel, on a la Cour constitutionnelle qui joue un rôle vraiment important. Le président de la République nomme 3 des 7 membres de la Cour constitutionnelle. Et c'est dire que le président ne nomme pas tout le monde. Il faut que ce soit vraiment compris de nos téléspectateurs. Oui, il faut dire que la Cour constitutionnelle, c'est une institution très importante dans le système démocratique béninois. Donc le président nomme 3 des 7 membres. Il y a l'Assemblée nationale qui nomme aussi. Il y a aussi les magistrats. Et ce sont ces 7 membres qui se réunissent pour élire leur président. C'est ça. Par contre, c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale. Il nomme également les membres de ces institutions en conseil des ministres. Il y a aussi le cas de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président, il nomme qui là exactement dans notre arsenal? Il nomme le président. Le président de la HAC. Et les autres membres en conseil des ministres. C'est ça. Alors, ces nominations-là, on a aussi une idée sur ça au niveau donc, de l'article 56 de notre Constitution, qui parle très exactement de tout ce dont nous parlons là. Et vous avez dit tout à l'heure que le président, il a l'initiative des lois. Il assure la promulgation des lois. On va y revenir peut-être dans notre prochaine émission avec les autres attributions du président de la République et aussi revenir un peu sur aussi les rôles et les missions assignées au vice-président de la République. Nous verrons aussi, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, on va dire les interdits, les obligations, les incompatibilités liées à la fonction à la fois du président de la République, peut-être aussi du vice-président de la République. C'est vrai qu'au sein du gouvernement, les ministres aussi sont astreints à certaines contraintes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr, il y a des restrictions. Et c'est tout comme les ministres, par exemple, ne peuvent pas acheter ni participer à des marchés, des adjudications dans les ministères relevant de leurs compétences. On ne peut pas être jugé parti. Donc,
Merci infiniment à vous, Madame Françoise Timé. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci infiniment pour vos éclairages. Nul n'est censé ignorer la loi, donc, chers amis téléspectateurs, certainement savez-vous un peu plus sur les rôles, les missions assignées au président de la République. Nous n'avons pas pu tout dire dans cette émission. Nous y reviendrons avec notre invitée, Madame Françoise Timé, directrice adjointe des services législatifs à l'Assemblée nationale. Merci infiniment d'avoir été ce plateau. Merci, chers collègues. C'est le plaisir pour moi. Et le plaisir était aussi le d'être sur ce plateau avec vous. Merci infiniment d'avoir été là. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de bout en bout. À la prochaine sur cette même antenne.